Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans votre premier numéro de l'émission Sa cause couple et développement de l'Association des couples chrétiens pour le développement. C'est une émission qui apporte le bonheur et l'épanouissement au sein des couples. Cette émission est une initiative de l'Association des couples chrétiens qui voudrait bien que tous les couples vivent véritablement le bonheur conjugal. Et pour passer en revue la première thématique, le premier thème de cette émission qui est intitulé « Colère et agressivité dans le couple, quelle limite n'est pas franchie ?» Nous avons reçu pour vous sur ce plateau deux éminents invités. J'ai juste à ma gauche ici, Madame Denou Sandra, psychologue, et juste à ma droite ici, vous avez le pasteur Jacob Djossou, socio-anthropologue, spécialiste des sciences des mariages et de la famille, marié et père de deux merveilleuses filles. Soyez les bienvenus, mon ami. Merci, monsieur le journaliste. Alors, moi, je suis Charles Aboki, animateur de ce premier numéro. Pour aller dans le vif du sujet, ce soir, nous allons très rapidement poser la toute première question à notre invité, le pasteur Jacob. Pasteur, dites-moi, nous avons, c'est vrai, une idée de ce que c'est que la colère et l'agressivité. Si je vous posais la question de me définir terre à terre ce que c'est que la colère et l'agressivité, que nous direz-vous, pasteur? Merci, monsieur le journaliste. Je dis d'entrée de jeu bonsoir aux téléspectateurs. Alors, pour définir la colère, je vais emprunter les mots de David Mass, un auteur que j'aime bien, pour le définir simplement, qui dit ceci: la colère, c'est un sentiment d'opposition contre une personne ou un objet qui s'accompagne du désir d'en éliminer la cause. Mais lorsqu'on vient à l'agressivité, c'est de façon naturelle, c'est un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense de base de l'organisme humain qui protège le moi ou la personnalité. D'accord. Alors, pasteur, pour mieux comprendre la différence entre les deux expressions, la colère et l'agressivité, moi, je vais directement me tourner vers ma psychologue. Madame Denou, est-ce que vous pouvez nous faire ressortir de façon claire quelle est la nuance entre les deux expressions, la colère et l'agressivité, s'il vous plaît? Alors, la colère et l'agressivité sont deux concepts différents, mais ils vont souvent ensemble. Ils vont ensemble parce que, comme le pasteur vient de le dire, la colère, c'est une émotion qu'on ressent. C'est une émotion forte qu'on vit, que l'espèce humaine vit, alors que l'agressivité, c'est un mécanisme en fait. Donc, l'agressivité s'exerce quand la personne fait face à une hostilité et qu'elle a envie de réagir pour protéger son moi. Donc, les deux vont de pair, mais la nuance, c'est que on peut se mettre en colère sans que l'agressivité ne surgisse. Et de la même façon, on peut être agressif sans s'être mis en colère. Forcément. Oui, forcément. Alors, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour la nuance que vous avez apportée. Puisque vous êtes tous des accompagnateurs et des acteurs de relations d'aide, est-ce que vous pouvez, pasteur, je m'adresse spécialement à vous, est-ce que vous pouvez partager avec nous un cas pratique que vous avez vécu, que vous avez expérimenté, que vous aviez peut-être reçu, et vous estimez que c'est opportun de partager sur ce plateau avec les téléspectateurs? Bon, souvent, lorsque on parle de colère et agressivité, c'est des éléments qui sont naturels. On peut être en colère, comme Madame Sandra vient de le dire, et je partagerai peut-être l'expérience vécue à la maison par rapport à cet élément. Lorsque nous avons eu notre première fille,
Et je crois que l'enfant est en train de pleurer. Ok. L'enfant pleure. La maman, toute la journée, s'étant débattue dans tous les sens. Et moi, papa, je suis là, je ne dis rien. Et la nuit, l'enfant pleure. Elle se lève pour faire les soins qu'il faut, mais l'enfant ne se tait pas. Et moi, papa, je suis sur le lit. Alors, à un moment, j'ai commencé par entendre des soupirs. Je dis, mais toi là, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la voix de la maman commence par monter. Hein, parce que là, jusque-là, elle est seule à se débattre contre. Elle estime que vous êtes indifférent Voilà. par rapport à tout ce qui se passe. Et en entendant ce soupir, je crois qu'il fallait que je me lève pour aller porter un coup de main à l'enfant. La première journée, elle me dit, mais l'enfant qui nous empêche de dormir la nuit, la maman se débat, mais le matin, les yeux rouges, vous voyez, elle dit bonjour, mais elle ne dit rien. Parce que je suis resté toute la nuit à entendre l'enfant pleurer, je ne me suis pas levé. Alors elle est en colère et il suffit d'un moindre truc, tu regardes dans ses yeux, et les yeux, il y a peu d'affection dedans, c'est tout comme s'il y avait les revolvers dans les yeux. Alors donc, il fallait apaiser, dire bon, j'ai compris que ce qui s'est passé la nuit a fait qu'elle s'est mise en colère. Voilà, donc pour éviter d'aller plus loin, j'ai dû parler pour dire, mais écoute chérie, bon, la prochaine nuit, je serai là pour t'accompagner. Merci, pasteur. Je vais directement aller vers mon psychologue pour peut-être demander s'il y a un autre cas qu'elle a vécu de façon particulière et surtout de nous mettre l'accent sur les conséquences, puisque les téléspectateurs en ont besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, de mémoire, ce qui me revient, comme mon papa l'a dit tout à l'heure, je vais aussi partager une histoire vécue parce qu'il faut le vivre pour pouvoir mieux en parler. Et de mémoire, ce qui me vient, c'est que je me rappelle, il fut une période où mon mari ne travaillait pas, on ne travaillait pas encore ensemble, il était très loin de moi, à 2 heures de route. Donc, quand il partait, les dimanches soirs ou les lundis matins très tôt, c'est le samedi, dans l'après-midi qu'il devait revenir. Et nous voilà face à une situation un peu compliquée d'une journée et demie. Il fallait juste une journée et demie pour vivre en couple. Et je ne sais pas comment on s'arrangeait, mais c'est souvent les vendredis là qu'il y a une situation bizarre qui se présente et puis chacun se fâche. Ou les samedis matins, il y a toujours quelque chose qui est mal dit ou quelque chose se passe et chacun se rétracte. Et alors quand il revient, parfois on pouvait passer tout le week-end à échanger juste sur l'essentiel, c'est des oui, non, et puis pas plus que ça. Et puis c'était un gâchis. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, mon mari m'a appelé, m'a fait asseoir, il a dit, mais est-ce que tu constates qu'on gaspille le peu de temps qu'on a partagé de bons moments? Il faut qu'on arrête là. Il faudrait qu'on s'asseye. On est 2 personnes adultes. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour s'aimer. Il faudrait qu'on trouve un consensus pour que, même si quelqu'un est fâché le samedi, si je reviens, la personne range d'abord sa colère et puis on rigole, on s'amuse comme des petits enfants. Chacun a pris donc des résolutions. Et on a pris nos résolutions. C'est intéressant. Et vraiment, c'est miraculeux, je vais dire. Donc, quand la résolution a été prise par nous deux, on a essayé de marcher par rapport à ça. Et puis, après, ça nous a même aidé à reporter ça. On s'est dit, mais si on arrive à gérer ça un week-end, c'est comme je peux gérer en semaine. Et progressivement, cette situation, au lieu que ça ne dégénère, ça nous a permis plutôt de gagner maintenant parce que les situations de colère, on a appris à les gérer et on les évite au maximum. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez fait un travail sur vous-même alors. Exactement. Je crois que les téléspectateurs vont bénéficier de cet exemple-là. Alors, je vais me tourner maintenant vers mon pasteur. Le pasteur Jacob, dites-moi, qu'est-ce qui est à l'origine de ces faits? Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus agressives que d'autres? On le constate bien souvent. Bon, lorsque nous parlons de l'agressivité, comme Mme Sandra l'a souligné tout à l'heure, il parlait de mécanisme de défense du moi, de protection de la personnalité. Alors, si vous êtes ancré plus que sur votre moi, vous êtes égoïste, alors vous allez chercher à défendre votre moi.
Parce qu'à moins de choses, vous allez vous sentir frustré, vous allez sentir vos avantages qui ne sont pas pris en compte, et puis vous serez sur vos gardes, prêt à attaquer. Okay. Donc, lorsque on donne trop de soins au moi, alors cela pousse à développer le côté négatif de l'agressivité. En fait, lorsqu'on parle d'agressivité, il y a le côté positif qui est la combativité. Parce qu'on dit agressif, ça sent animal. Est-ce que vous voyez? Mais lorsque nous regardons, le côté, le mécanisme de défense est là, prêt à protéger le moi. Mais si on donne plus d'ampleur au moi, alors là, on est sur le qui-vive pour attaquer quiconque veut toucher à notre personnalité. D'accord. Je reste toujours avec vous, pasteur. Je reste toujours avec vous pour demander à savoir. Voilà que c'est des faits réels. Ça se constate, ça se voit partout. Dites-moi, est-ce que la colère et l'agressivité sont mauvais en soi? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la colère... Est-ce qu'elles ne sont pas parfois nécessaires pour l'équilibre? Exactement. Ce ne sont pas des choses négatives. La colère est une émotion comme la joie. Est-ce que vous voyez? La colère, c'est une émotion forte, comme la joie. Elle a le côté positif, mais elle a le côté aussi négatif. Il en est de même pour l'agressivité. Quand on parle d'agressivité, donc le mécanisme de défense que Dieu a placé dans notre personne, bon, tout le monde aime qu'on le respecte. Lorsque quelqu'un commence par toucher à votre moi, vous allez commencer par sentir des choses en vous. Donc, je crois que la colère et l'agressivité ne sont pas des choses mauvaises, mais tout simplement, nous avons besoin de les contrôler. Lorsque je suis en joie, je dois faire en sorte que ma joie ne m'amène pas à poser des actes qui vont porter atteinte à ce qui m'entoure. Il en est de même pour l'agressivité. Lorsqu'on me dit quelque chose qui ne va pas, alors je ne vais pas rentrer dans ma boule pour attaquer l'autre, mais je vais peut-être chercher l'occasion propice pour pouvoir poser mon problème, pour dire, ah, tout à l'heure, j'ai entendu telle chose dans la douceur, sans pouvoir moi-même transférer les problèmes. Merci. Oui. Merci beaucoup à vous, pasteur. Dites-moi, pasteur, s'ils ne sont peut-être pas évitables, quelles sont les limites à ne pas franchir? Merci beaucoup. Nous avons le droit d'être en colère dans le couple. Mais il y a les choses qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est de ne pas toucher à la personne de son conjoint. Ne pas lever la main sur son conjoint. La deuxième chose, c'est, bon, généralement chez nous les hommes, lorsqu'on est en colère, on refuse le repas. De manger le Donc repas. On refuse de manger à la maison. Ou des fois, on ne rentre plus à l'heure où on devait rentrer. C'est-à-dire, on fait des choses pour montrer à la femme, c'est comme une guerre froide. On vient à la maison, on ne mange pas, on s'assied à la télé, on ne parle plus. Non. Alors qu'on est en couple pour vivre le bonheur. La vie continue. On a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de briser le bon fonctionnement du couple. On a le droit de pouvoir continuer à aimer sa femme. Donc, c'est ce que moi je vois. Ou bien on sort, maintenant, on mange dehors, et puis on vient à la maison, et puis on se tait, on va au lit. Non. Soit c'est des choses qu'il ne faut pas faire. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous les hommes. D'accord. Merci beaucoup. Je vais aller chez ma psychologue. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à offrir aux téléspectateurs. Madame Denou, dites-moi, quelles sont les limites à ne pas franchir? Les limites à ne pas franchir. Bon, déjà, refuser le lit. Parce que généralement, on dit que quand la femme est en colère, elle veut punir son mari et refuser le lit. Je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas une solution pour apaiser votre colère. Donc, il faut éviter ce genre on parle de couple, on parle de conjoint. On n'est pas là pour se faire la guerre comme le pasteur vient de le dire tout à l'heure. On peut être en colère et ne pas perturber l'amour, l'harmonie du couple. Ou bien, parfois, on a tendance à se fermer totalement à toute conversation. Il y a des silences qui sont coupables.
Et puis, après, surtout nous les femmes là, quand la femme se mute dans ce genre de silence... Dites-nous tout, madame. Après, quand on veut en parler, elle se justifie pour dire, mais c'est pour éviter justement que ça ne dégénère, que je me suis tue. Je n'ai pas agressé mon mari et pourtant il y a problème. Mais la femme sait pertinemment que le silence là, qu'elle a eu là, c'est un silence qui parle plus que ses propres mots. Donc, il y a des silences coupables. Donc, il faut éviter parce que ce genre de silence, ça alourdit totalement l'atmosphère et on se ferme à toute forme de dialogue. Il y a d'autres pratiques comme se raccrocher le téléphone au nez. Ton conjoint t'appelle et parce que tu es en colère, on lui coupe. On lui coupe l'appel. En tout cas, il y a des essais, il y a beaucoup de petites pratiques quand même qu'on a l'habitude de faire. Il faut éviter tout ce qui peut activer de la colère chez l'autre aussi parce que vous êtes en colère. Il faut l'éviter parce que sinon, tous les deux, vous finirez par être en colère. Et ça dégénère. Donc, ça, c'est des limites pour moi qu'il faut pas. D'autres vont même proférer des injures à l'endroit des beaux-parents. Qu'est-ce que vous avez à dire comme message? Parce qu'on est en colère, parce qu'on est fâché? Oui, l'agressivité verbale. Voilà. Voilà, déjà à l'endroit du conjoint, à l'endroit des beaux-parents, à l'endroit de la famille, à l'endroit de l'origine, de l'ethnie. Tout ça, c'est des limites parce que généralement, on finit de dire tout ça et puis quand la paix revient, on regarde encore ce même conjoint-là avec amour. Après tout ce qu'on vient de dire. Donc, ça fait vraiment partie des limites qu'il ne faut pas franchir. Quand ton mari n'est pas en phase avec toi sur un sujet, rien ne concerne pour le moment tes beaux-parents. Même si le sujet les concerne, règle ce sujet-là avec ton mari. Tu n'es pas obligé d'aller à ces extrêmes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Alors, si tel est le cas, comment réagir alors face à la colère et l'agressivité de mon conjoint ou de ma conjointe au sein de notre couple, pasteur? Je suis à vous. Merci beaucoup. Je crois que la première chose, lorsqu'on est en colère, il faut respirer. Il faut prendre le temps de respirer. Il faut respirer. Il faut respirer. Voilà. Il faut respirer profondément. Profondément et se calmer. Se demander pour la raison pour laquelle on est en train de se mettre en colère là. Est-ce que c'est important? Quelle importance a cette colère que nous avons? Nous avons le droit d'être en colère, mais est-ce que les réactions auxquelles nous sommes en train de penser dans notre tête là, est-ce que ce sont des réactions justes qui ne vont pas causer du tort à notre conjoint? Et la troisième chose, je crois que c'est dans la respiration toujours qu'il faut faire ça. Quand nous prenons le temps de respirer, de prendre de l'oxygène, alors les choses qui nous passent par la tête, que nous voulons mettre en œuvre pour pouvoir manifester notre colère, nous les passons rapidement en revue. Alors, il y a une autre chose que nous pouvons faire aussi. Il faut prendre un demi-litre d'eau et mâcher l'eau. C'est-à-dire? Il faut mâcher l'eau. Ça veut dire que je prends l'eau et je la prends gorgée par gorgée. Je prends mon eau, voilà. Comme j'ai mon eau ici. Ouais. Alors, et j'avale. Ok. Gorgée par gorgée. Parce qu'en le faisant aussi, ça rafraîchit le corps. Okay. Et ça nous permet de voir plus clair. Parce que la colère, à des moments donnés, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Et si vous ne savez pas faire, vous allez orienter ce feu-là vers votre conjoint. Mais si elle est brûlée, finalement, le prochain qui va être brûlé, c'est vous. Mais on ne pense pas à ça. Et c'est pour cela qu'il faut respirer profondément. Après, en se posant les questions que j'ai dit tout à l'heure, et ensuite, il faut boire de l'eau. Bon, je ne dirais pas boire, mâcher de l'eau. Lorsque vous prenez ça, alors vous tentez de, comme vous êtes en train de mâcher un aliment, gorgez par gorgée, vous avalez. Gorgez par gorgée, vous avalez. Et jusqu'à ce moment, vous allez dire, bon, vous aurez de la clarté dans votre esprit. Merci beaucoup à vous. Homme de Dieu, je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie tout de suite de vous poser la question de savoir, que pense le Seigneur de ce que c'est que la colère?
Oui, je crois que lorsque vous regardez dans la Bible, Dieu ne voit pas la colère comme une chose négative d'abord. Ok. Il ne voit pas la colère comme une chose négative. Mais elle a mis des freins. Dieu a mis des freins. Il dit, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. C'est-à-dire que lorsque vous vous mettez en colère, ne posez pas des actes qui vont vraiment démontrer le manque d'amour à votre prochain. Que vous allez regretter certainement. Oui, que vous allez regretter. Donc c'est ce qu'il dit. Et la colère qui est attachée à notre ego, ça dit que colère et agressivité, quand nous parlons de colère et agressivité, ça veut dire que quand mon moi est mis au centre, alors elle m'a fait ça jusqu'à moi. Ah non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Et là, cette colère-là peut m'amener à... Bon, pour nous les hommes, on est rapidement, on va aux mains. À la violence physique. Chez les femmes, ce n'est pas comme ça. Alors donc c'est ça que la Bible limite pour dire, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et cette colère négative qui est liée à notre moi, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire qu'en même temps que vous avez raison de vous mettre en colère, mais donnez-vous les raisons de ne pas transformer cette colère-là en une situation ingérable. Voilà. Et il faut pas trop mijoter votre colère. Je crois que ce sont les limites. Et puis, dans ce sens-là, je dirais tout à l'heure, lorsque j'étais en train de marcher de l'eau, eh bien, il faut se dire, Jacob, tu as le droit de te calmer. Il faut se parler. Ok. Au temps où on est en train de marcher l'eau, on doit se dire, mais il faut appeler son nom. Je dirais, mais Jacob, tu as le droit de te calmer. Tu as le droit de te calmer et de bien réfléchir. Vous voyez? Donc, c'est cette limite-là, de façon pratique, la Bible n'est pas contre la colère. Et Dieu lui-même se met en colère. Parce que nous lisons dans la Bible que Dieu est en colère. Mais la colère de Dieu accomplit des choses justes. La colère de Dieu n'entraîne pas le désordre. Et c'est pour ça qu'il dit, pour nous les hommes à qui il a donné ce sentiment, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que lorsque vous êtes en colère, ne faites pas des choses injustes, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si on regarde la parole de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Ma psychologue, tout à l'heure, vous m'avez dit tellement de bonnes choses que je n'ai pas envie de vous laisser. Dites-moi, quelles sont les solutions, les approches de solutions dont nous disposons aujourd'hui pour l'épanouissement des couples? Les approches de solutions, je pense déjà qu'il faut commencer par se remettre en question. Quand vous êtes face à une situation de colère, il faut se remettre en question. Okay. Il faut se donner le droit de s'apaiser. Okay. Et j'irai plus loin en disant, on n'est pas obligé d'attendre des moments où on est en colère pour faire cet exercice. Okay. Il faut déjà s'autodiscipliner soi-même et se dire qu'on ne se met pas en couple pour se faire souffrir. On ne se met pas en couple pour s'agresser, pour vivre la colère et tout ça. Quand on se met en couple, c'est pour être heureux, c'est pour être épanoui, c'est pour avoir un compagnon, c'est pour avoir un conjoint, c'est pour aimer. Pour avoir un complice. C'est pour avoir un complice, un ami, s'amuser comme de petits enfants, comme on le dit. Donc, quand déjà vous-même, vous vous disciplinez, vous vous dites, j'ai la capacité ou j'ai le devoir envers moi-même de tolérer parfois des petits mots déplacés ou des comportements qui m'agressent, qui agressent ma personne, mais venant de mon conjoint. J'ai en moi la capacité de le tolérer. Quand vous commencez à faire cet exercice et vous vous dites, je peux ne pas me mettre en colère pour tout ou pour rien, je pense que quand les situations arrivent et vous vous rappelez de cette capacité-là qui est en vous, vous arrivez à ne pas laisser trop d'accès à votre colère. À prendre de la hauteur. Et l'autre chose, c'est, je parlerai du pardon. Il faut vivre le pardon dans nos couples et dans notre quotidien. J'insiste sur le mot quotidien. Je ne parle pas de pardon en tant que processus, un long processus où il faut passer par la guérison de l'âme, du cœur, tout ça. Je parle du pardon, la capacité
qu'on a en nous à pardonner les petits écarts qu'on peut se causer quand on est en couple. Et ça, il faut l'expérimenter dans notre quotidien. Et quand on s'applique à faire ces choses-là, après, quand vous faites face à de graves situations, que ce soit avec votre conjoint ou avec des personnes extérieures, après, vous avez facilement cette capacité-là de gérer ou de contrôler la situation. Vous avez appris à vous exercer. Oui, il faut s'exercer. Il faut s'exercer, surtout, j'insiste, dans le couple, il faut s'exercer à ne pas laisser libre accès ou libre cours à sa colère. Il faut s'exercer à la maîtriser, il faut s'exercer à passer l'éponge. Je ne dis pas d'accumuler, je parle carrément de ne pas forcément tenir compte de tout ce qui se passe. Il faut s'exercer à y arriver. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, ma psychologue. Mon pasteur, oui, je suis à vous. Oui, moi j'ajouterai, parce que Mme Sandra est venue sur quelque chose de très important qu'on doit observer dans le couple. En fait, il y a des blessures, il y a certaines blessures qui sont nécessaires pour l'épanouissement, pour la croissance du couple. Et cela n'est possible que si l'on considère son partenaire comme étant vraiment un ami, quelqu'un qu'on aime vraiment, quelqu'un dont on prend soin. Si on le voit dans ce cas-là, on ne voit pas son partenaire comme un adversaire, un ennemi, un opposant, alors il faut cultiver le pardon. Le pardon, c'est quoi? C'est la remise des peines. Okay. Ce que mon épouse m'a fait, cela n'arriverait pas si on n'était pas en couple. Nous nous sommes choisis librement. On prend souvent l'exemple de la dent et puis des dents et puis de la langue. Il arrive des moments où en mâchant des aliments, les dents piétinent la langue, blessent la langue. Mais cela ne veut pas dire que la langue va se mettre de son côté, les dents de leur côté, et puis ils vont dire, mais nous n'allons plus manger. S'ils font cette guerre-là, il n'y aura pas le corps va avoir des problèmes. Donc ce que Mme Sandra dit, nous avons intérêt à remettre les peines. Alors si vous le permettez, il y a un exemple que j'ai vécu. Allez-y très rapidement. Alors il y a un monsieur, il était souvent en conflit avec sa femme. Et il a dit un jour à sa femme, mais si tu continues comme ça, je vais aller prendre une autre femme. Et j'ai voyagé, je les ai visités, il m'a dit ça. Il dit non, il faut t'habituer au caractère de ta femme. Mais il s'est fait que la femme est décédée et puis il avait envie de se remarier. Et il a commencé avec une autre femme. Il est revenu pour me voir, mais j'ai commencé avec une autre femme. Pasteur, vraiment, ma femme me manque. Wow. Les petites difficultés que nous avons là en temps là, c'est maintenant que je comprends que c'était des choses qui agrémentaient notre relation. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que le pardon, nous avons besoin de le pratiquer dans le couple. Merci beaucoup à vous, pasteur. Je vous pose tout de suite la dernière question, qui est un phénomène qui sévit beaucoup de nos jours. Qu'avez-vous à dire à un conjoint qui n'arrive à obtenir l'approbation ou des résultats de son conjoint qu'avec l'agressivité? C'est devenu aujourd'hui un instrument que beaucoup utilisent dans les couples. Oui, merci monsieur le journaliste. La colère et l'agressivité sont utilisés par certains partenaires comme des moyens de contrôler le partenaire. C'est-à-dire que le conjoint a fait quelque chose, et on se met exagérément en colère, ou bien même on influence, on tente de lever la main. Et quand vous faites ça, la prochaine fois, l'autre partenaire se dit, mais voilà telle chose que je vais dire, mais si je dis ça, tel événement peut revenir. Vous voyez? Donc, la personne ne parle plus. Et vous avez le résultat. Ce qui n'est pas bon. Vous avez le droit de vous mettre en colère, mais vous avez obtenu ce résultat-là et vous transformez ça en principe de vie. Non. Plus tard, cela va engendrer des problèmes au niveau du couple, à savoir des maladies. Donc, c'est bien de se mettre en colère, c'est bien d'avoir des résultats par la colère et l'agressivité, mais on peut mieux faire. Ce n'est pas la meilleure solution. Ce n'est pas la meilleure solution. On peut mieux faire. Et faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apprendre plutôt à vivre avec son partenaire. Il faut apprendre à vivre. Ça veut dire que mon partenaire qui est là, il faut lui laisser la liberté de s'exprimer, même de se tromper. Et même si ça fait mal, il faut apprendre à vivre avec ça et trouver les mots qu'il faut pour pouvoir. C'est apprendre à vivre est mieux
que d'utiliser cette méthode. Merci beaucoup à vous, pasteur. Merci beaucoup à vous. On tend vers la fin de cette émission, ce numéro, le tout premier de l'émission SACOS Couple et Développement. Madame Denou, je suis à vous pour votre mot de fin, s'il vous plaît. Dites-moi, si vous devez clôturer cet entretien, que direz-vous? Moi, je dirais que se mettre en colère, et je veux bien dire pourrir la vie de son conjoint. Ah, pourrir. Oui, parce que trop de colère, trop d'agressivité dans le couple, on se pourrit la vie. Ce n'est pas le bonheur qu'on recherche en réalité. Donc moi, je dirais que c'est un fait qui parfois marche pour certains couples. Ils sont vieux dedans et quand tu veux même parler, ils te disent non, c'est comme ça que nous, on arrive à... Mais je pense que, comme le pasteur l'a dit, c'est pas une fin en soi, on peut mieux faire. On peut changer la situation, remplacer les moments de colère et d'agressivité par des moments de joie et de bonheur qu'on peut créer, que soi-même ou avec le conjoint, on peut créer. Donc, comme mot de fin, on peut toujours se remettre en question, aspirer à un mode de vie plus sain, apporter plus de joie dans la vie du conjoint que de remarques ou de colère. Et au pire des cas, quand il n'y a pas d'autre solution, également se faire aider par des mentors, par des spécialistes de la question pour arriver quand même à se créer son petit bonheur. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. En quelques secondes, pasteur, placez votre mot de fin, s'il vous plaît. Mon mot de fin, ça revient toujours à cette parole qui dit « Lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Okay. » Et que la colère ne se couche pas, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et je crois qu'en intégrant cette pensée, cela doit m'amener à être dans un esprit de pardon vis-à-vis de mon partenaire dans le couple. Et si nous pardonnons, je crois que nous allons apprendre à nous aimer et à grandir ensemble. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, le tout premier numéro de l'émission SACOS Couple et Développement. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la prochaine.